Dieu, bienvenue, bienvenue dans cet hebdomadaire, dans l'hebdomadaire du peuple, l'hebdomadaire que l'on réclame en compagnie toujours de M. Michael Lebou. Comment tu vas? Bah écoute, ça va et toi? Ben écoute mon gars, ça va. Bon, Ça va super, hein. Comme un dimanche. ouais, comme un dimanche tranquille, après un petit week-end avec pas mal d'événements, mais au final, on va dire, peu de gros événements, peu de choses. Une petite bavure ce week-end, enfin une petite, comment dirais-je, une petite polémique, mais sinon rien de plus. On a voulu inviter Loïc Pora, mais celui-ci a refusé, donc on respecte son choix. On l'avait eu, je me rappelle, à l'époque, quand il y a eu la polémique avec Damien Lapillus et Amine Ayoub, on l'avait reçu. Là, il n'a pas accepté enfin, il a refusé de s'exprimer, donc Non, il a préféré que ça, il pense que c'est un peu trop tôt, à la rigueur qu'il revienne genre plus tard sur l'événement, mais là effectivement, il souhaitait pas forcément s'exprimer sur un truc qui ouais. était pas encore, Ouais. qui était encore trop à chaud. Effectivement. Mika, on va revenir sur l'actualité, mais avant ça, avant de vous demander de vous abonner, il y a un stage, une masterclass de Monsieur Michael Lebou, vétéran de Masterclass. l'UFC, du Ouais, PAMA, du M1, il a sillonné toutes les meilleures orgas, il fait pas de dessin. Toujours classé dans le top 10 français, Mika? Bah, même presque top 5 j'ai envie de te dire, je Ouais, crois. ouais, ouais, Si il je me l'ai même semble, hein. pas. C'est juste Saladin, il est venu gratter il a mis une pige à tout le monde là, parce que comme il a fait son dernier Ouais, combat Ruchala, contre là. le Polonais, ouais, il est monté direct, mais sinon, non, il me semble que ouais, je suis toujours là dans le top 5, hein. Toujours là, malgré la vieillesse, malgré les cheveux blancs. Ouais, malgré le fait de pas combattre aussi. Donc, en tout cas, Mika fera un stage, une masterclass dimanche 18 février de 14h à 16h30, donc 2h30 de stage. Donc, n'hésitez pas à venir. Je mettrai toutes les informations là au moment où je parle. Le flyer, il y Ouais, aura toutes les infos pratiques là-dessus. ça s'adresse surtout à tous ceux qui sont pas trop loin de Paris, puisque ça se fera à l'Haÿ-les-Roses. C'est ça. Donc l'Haÿ-les-Roses, c'est une ville qui est située à 10 km de Paris, en périphérie, dans la banlieue sud. Et donc tout le monde peut venir, c'est de 14h à 16h30. Et ensuite, si pour ceux qui habitent vraiment à côté, qui viennent au stage et qui adhèrent avec le MMA, sachez qu'il y a un club là-bas et que c'est d'ailleurs AB qui donne les cours dans ce club. Donc vous pourrez C'est vous bien inscrire ça. ensuite. C'est bien ça, c'est Imperium Fight. Donc, toutes les infos pratiques seront sur l'affiche. Mika, j'ai reçu quelques questions. Donc, est-ce que tu peux répondre sur quoi sera basé le stage? Est-ce qu'il y a un thème en particulier? Non, bah, le stage, ça va être plus moi, ma philosophie du MMA. Et ensuite, c'est surtout de comprendre que le MMA se gère en plusieurs distances. Distance courte, distance moyenne distance et la longue distance. Et ensuite, de voir un peu comment dans les transitions on peut gérer, comment on peut mettre de l'incertitude, comment on fait croire pour boxer, pour aller lutter. Comment sur la base de un coup, derrière, j'ai la possibilité de faire trois actions possibles en distribuant à chaque fois en partant de la même action. Ouais, c'est vraiment du basique, mais c'est juste pour comprendre un peu ce que le MMA représente, les différentes dimensions du MMA, et avec ces différentes dimensions, justement, ce qu'on est capable de mettre en incertitude chez notre adversaire. Et donc, ouais, c'est un peu l'idée, c'est d'expliquer surtout ma philosophie, on va dire. Ok, bah écoutez, en tout cas, hâte d'être le 18 février. Et il y a une dernière chose. Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir si vous avez des questions ou ce sera l'occasion de les poser à Mika. Et voilà, moi, j'y serai pour admirer toutes ces techniques et prendre Pour note. admirer, non, il va plus qu'admirer, il va participer au stage, il va être là avec moi et Non, il je serai fera juste là partie pour du... filmer, moi. Non, je serai là en tout cas pour participer, pour échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est le moment de partager un petit moment convivial. Bon, on revient à nos petits moutons. N'hésitez pas à vous abonner. Mika, on démarre par l'Hexagone qui s'est déroulé hier, qui avait pour main event Alexis Fontes, qui faisait un petit retour après un petit moment d'inactivité, contre Mathieu Leto Duclos de la team Warin. Donc c'était pour la ceinture intérimaire des moins de 84 kilos, sachant que Laïd Zeroni est le champion actuel, mais il a eu un one-shot au KSW. Donc il y a eu cette ceinture intérimaire qui était de base entre Mathieu et Laïd. Et finalement, Laïd, entre-temps, il a eu une opportunité. Il a été au KSW, donc dont il a brillé d'ailleurs. Il a fait une belle performance. Donc finalement, c'est Alexis Fontes qui pourra envoyer ce short notice en 4 semaines, il me semble 3 semaines, 4 semaines, pour affronter Ouais, Mathieu et Leto Duclos. je sais pas si on peut parler d'un réel short notice, pour être honnête. Bah, quand même, Mika, pour un 5x5 en 4 semaines, ça reste un short notice. À part si tu as une condition de fou toute l'année. C'est vrai.
Non, c'est vrai, ok. Comme toi, Mais là, ce que tu as accepté le 31 mars, c'est pas un champ de kiss. j'ai j'ai rien, j'ai j'ai rien accepté le 31 mars, AB. Sérieux? Oui, j'ai rien encore. Ok, bah désolé, je me suis trompé. Donc, oui, après, il y a une petite polémique parce que sur le premier round, il tente une amener au sol, Mathieu, il défend. Et je crois qu'il y a un coup qui part dans l'œil ou un. Je sais pas si c'est talon. Vraiment, c'est mitigé. À vous de faire votre propre avis. Il y a un doigt dans l'œil. En Alexis Fontes, fait, il se relève, il tourne son dos et Loïc Porret décide non, d'arrêter le. ouais, en gros, ce qui se passe, c'est que bah, le début du combat, il est plutôt en faveur de Fontes. Du moins, c'est lui, en tout cas, qui se montre le plus agressif, qui réussit à amener le combat au sol, mais qui n'arrive pas réellement à marquer des points. On voit bien, il tente une clé de talon. Mathieu, il s'en sort. Et au moment de se relever, bah, Mathieu, il appuie sur la tête de Alexis Fontes et il tire son talon. C'est la sortie classique hein, en MMA de tirer sa jambe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette succession de petites actions, il y a Alexis Fontes qui se plaint d'un doigt dans l'œil. Lui, bon. Alors, maintenant, dans l'action, c'est difficile à voir si c'est un doigt dans l'œil que Mathieu met sur son visage lorsqu'il essaye de sortir ou si c'est le talon qui vient heurter l'œil de Alexis quand il sort. Maintenant, moi, ce qui me questionne, c'est que quoi qu'il arrive, selon moi, hein, on est sur un coup illégal dans le sens où si c'est le doigt dans l'œil, c'est pas permis. Et si c'est le talon qui heurte l'œil de Alexis Fontes, c'est pas permis aussi puisqu'Alexis Fontes a plus de trois appuis au sol. Mais tu es Donc dans d'accord que c'est pas un coup volontaire? C'est non comme mais tu as dit, même c'est une si sortie c'est classique. ouais, même si c'est pas volontaire, ce que je veux dire c'est que derrière le combat reprend et en fait ce qui se passe c'est que Alexis Fontes demande à Loïc Pora stop, j'ai pris un doigt dans l'œil. Loïc Pora ne s'interpose pas. Mathieu Leto regarde sans trop comprendre ce qui se passe, va pour frapper Fontes. Fontes, du coup, bah, tourne le dos en se touchant l'œil pour dire wesh, il m'a mis un doigt dans l'œil. Et là, Loïc Pora intervient pour arrêter le combat. Et donc, c'est vrai que la réalité, c'est pour ça que je voulais qu'on reçoive aussi Loïc pour comprendre un peu comment ça s'arbitre. Parce que je pense que en fait, ce qui est sûr, c'est que tout le combat s'est déroulé au sol. Et donc, on voit bien qu'il a été marqué à l'œil, comment dirais-je, Alexis, il Alexis. n'y a pas de doute parce que tu vois les stigmates autour de son œil. Et donc, quoi qu'il arrive, vu qu'il n'y a pas eu de grand unpound ni rien, la marque qui vient dans l'œil est successive. Des défenses de lutte qui ont été faites par Mathieu. Donc, c'est soit un doigt dans l'œil, soit c'est le talon qui a heurté l'œil d'Alexis Fontes. Mhm. Dans les deux cas, même si c'est pas volontaire, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui aurait dû nécessiter l'arrêt du combat temporaire, l'intervention de l'arbitre pour vérifier s'il pouvait reprendre le combat ou pas, et ensuite Alexis Fontes de décider s'il pouvait ou pas reprendre le combat. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, c'est facile. Moi, j'analyse le truc à froid, j'analyse le truc après avoir regardé les vidéos et les replays. Et c'est pour ça, tout simplement, que je voulais que Loïc, lui, s'explique dans la logique dans Bien laquelle il sûr. a intervenu. Parce que Loïc, lui, il était dans une autre intervention. Il se disait que peut-être, j'imagine, hein, que, il se dit quoi? Il se dit, bah, Alexis Fontes a tout donné pour amener le combat au sol. Il a vu qu'il n'a pas réussi, à faire ça. Et il tente de gagner du temps, pour récupérer. Donc, je pense que, voilà, je pense qu'il y a eu plusieurs logiques je ne sais pas exactement ce qui l'a conduit à mener cette décision, mais, voilà, et en tout cas, c'est ce qui porte à litige. Mais selon moi, aujourd'hui, moi, ce que je considère, c'est que je pense que s'il y a une réclamation auprès de la Fédé, je pense que la décision, elle est transformée en no contest. Hein. Ouais, on est d'accord, mais c'est vrai que ça me rappelle un petit peu le cas entre William Gomis et Faresiam, et William Gomis et Yanis Guimouri. Guémori. Et en fait, c'est vrai que, tu sais, parce que je voyais sur la série des Maîtres Fumés, ça allait s'orienter, on va dire, vers un rematch. Sauf qu'avec le rematch, bah, la défaite, elle est toujours là. Et c'est vrai que bah, du côté du management parce que normalement, c'est au manager de s'occuper de ce genre de choses-là, ils peuvent appeler un no contest. Déjà, je pense qu'un no contest en premier lieu, après une revanche en deuxième lieu. Mais c'est vrai qu'il y a moyen, en tout cas, de rechecker la décision et pourquoi pas faire un no contest. Parce que c'est vrai que là, comme tu as dit, en plus, c'est en début de combat. Si c'était en milieu de combat et que Mathieu Leto avait pris le dessus, on aurait pu croire à cette théorie que peut-être Alexis aurait, entre guillemets, fait en sorte de gagner du temps.
Mais là, comme tu as dit, c'était en début de round, il score déjà un takedown. Là, il réessaye de ramener le combat au sol. Et comme tu as dit, la marque sur son œil bah, prouve qu'il y a bien eu de toute manière un coup illégal ou un doigt dans l'œil. Donc malheureusement, après, on a vu la frustration d'Alexis, hein. C'est vrai que les erreurs d'arbitrage, ça peut être quand même fatal sur la carrière d'un combattant. Ça peut vraiment nuire à la carrière d'un combattant. Mais voilà, je pense qu'en premier lieu, s'il y a moyen de checker la décision auprès de la FMMAF, parce que je me rappelle que déjà, ça arrive à plusieurs reprises. À l'époque, Benoît Saint-Denis, il avait perdu un combat au Brave, mais c'était un petit peu liquide. C'était pas une décision, mais je crois qu'il y avait eu un coup ou un coup de tête. Ouais, Et finalement, et ça a été transformé, on le contre conteste. le Polonais. Ouais, Powell. Même Powell, même Veda, il l'avait battu au Brave Tu aussi. vois. Je me souviens Et bien, ouais. derrière, Guillaume, il avait fait le nécessaire, ça s'était transformé en no contest. Pareil, la fois où j'avais été au Brave avec Ibrahim aussi, il avait combattu et qu'ils avaient mis un no contest ou un draw, alors qu'Ibrahim, il dominait clairement le combat, mais bon, c'était un Russe en Russie. Guillaume, il avait fait le nécessaire et derrière, ils avaient transformé le draw en victoire pour Ibra. Donc je pense qu'il y a toujours moyen, surtout dans ce genre de cas, de faire en sorte et de faire appel à la décision. Déjà en premier lieu, je pense pour rendre justice. Mais après voilà, ça c'est, il faut voir. Mais voilà. Euh, Après, sur l'Hexagone en lui-même, bah, la salle était full, hein. Donc sur ça, ils ont trouvé leur public, il n'y a rien à dire. Maintenant, sur la carte, je vais pas, voilà, bon, il y a pas, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est pas. j'ai reçu un message d'ailleurs concernant la carrière. En fait, c'était en rapport avec ce que tu disais. Je vais lire le message, il faut que je le retrouve, de Damien. Damien, c'est sur Instagram. Alors, il m'a dit, on regarde l'hexagone avec les potes et le niveau de la carte, c'est très faible. J'entends partout arrêt sans perte de vitesse, mais Cyrilogène, je pense qu'il voulait dire Virgilogène, Axel Sola, Peña, Boulox ou des frères Youssounov, c'est un autre niveau. Mise tous sur Greg MMA, comme le MMA JPEG Doumbé. Non, clairement, dans l'Hexagone, on voit bien qu'il y a une stratégie, bah, c'est de rendre populaire et on voit bien hein, qu'il vise un public familial. On voit bien qu'il y a la stratégie de miser sur des gens qui ont des grosses communautés. On l'a vu avec la signature de Greg, on l'a vu avec la potentielle signature de Ibra TV. On sait aussi que, ils ont signé Paul Denis Navarro. Paul Maintenant, ce qui Dena. m'étonne, pardon? Paul Dena. Ouais, mais son nom de famille, c'est Denis Navarro. Ok, mais autant pour moi. Je pense pas que c'est. T'es sur Tapologie? Non, mais je suis Non. quasiment sûr que c'est ça Ok. son nom de famille, hein. Paul Denis Davero. Des fois, Navero. Tapologie, ils aiment bien, tu sais, ils remixent un peu les noms. Ok. Et ce que je veux dire, c'est que ce qui m'étonne un peu, c'est que l'Hexagone, ils ont des bons combattants. Ils ont des gars comme Aymar Guy. Bon, là, ils ont fait une super signature. Ils ont signé Varela. Ils ont signé des gros blasts, tu vois. Ils Et avaient. Mika, Ouais. Paul Dena, il a pas signé avec Willy Sirop à l'AEF? Non, il me semble que. Non, mais c'est En vrai tout cas, que ça a été annoncé à l'Hexagone, mais il me semble qu'il avait aussi signé à l'AEF. Ou je crois qu'il devait faire. Ah non, en fait, je crois qu'il a signé son premier combat pro à l'Hexagone, mais je crois qu'il est encore avec l'AEF et il compte faire encore un combat amateur à l'AEF, il me semble. Je crois que En c'est tout ça. cas, moi, ce qui est sûr, c'est qu'il va sûrement faire un combat avec la l'AEF en amateur. Et son premier combat pro avec l'Hexagone arrivera au mois de juillet. Et c'est un multi-fight hein, qui a été signé. Ok. Bah, écoute, on compte sur nos confrères, les maîtres fumés, pour aller parler avec le boss de l'Hexagone pour améliorer les fight cards. Non, Et c'est mais vrai qu'ils nous, devront. on va le recevoir. Hein. Ouais, Ça fait ah longtemps oui, c'est vrai. on doit le mettre en place. C'est juste qu'on n'arrive pas à trouver dans les créneaux. Mais clairement, en tout cas, là, par exemple, la carte, c'est vrai que dans sa globalité, on peut pas dire que c'était fantastique. Hein. Faut- Il y avait le main event qui était pour moi, voilà, et c'est assez logique, c'était le main event, mais même autour de ce main event-là, bon, ils ont sauvé la carte parce que de base, ça devait être Laïd contre Mathieu Duclos, et franchement, ça aurait été un bien meilleur main event, parce qu'il y a une histoire, parce que Laïd, c'était quand même lui qui était là avant, c'est lui qui a fait le plus de combats à l'Hexagone, donc il y avait quelque chose. Mais en Même le soi, style, c'est vrai. le style des deux, ça aurait Ouais, ouais, apporté des étincelles. En fait, c'est difficile. On n'arrive pas à comprendre aujourd'hui quel est le réel roadster de l'Hexagone Ouais. et on n'arrive pas à comprendre un peu
on n'arrive toujours pas à comprendre où vont les matchmaking. Donc Mhm. c'est juste ça qui est un peu dommage parce qu'en termes d'organisation, on voit bien, ils ont leur public, ils ont les salles qui sont belles, la logistique qui est propre, l'enchaînement des combats qui est propre. Donc il reste maintenant, il reste, j'ai envie de dire, c'est la ressource humaine, quoi. Entre guillemets, c'est le recrutement des combattants. Maintenant, ça fait plaisir de voir que des mecs comme Wilson Varela ont signé là-bas, sachant qu'il est sur Ouais. une série de 6 victoires. Il fait la Il a fait ceinture une d'ailleurs, année, hein. il a fait une année 2023 incroyable. Donc, non, non, il y a des belles choses, quoi. Et toi, ça t'intéresserait pas de faire un retour chez Hexagon? Non, mais moi, je suis à la retraite, AB. Tu préfères aller te sauver des pêcheurs? Je suis à la retraite, AB. Ok. Ensuite, on avait l'Octagone 53. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on avait une Française Et à va d'ours. l'Octagone. Ouais, Eva Dourte, bon, qui s'est inclinée. J'ai commenté le combat hier, donc je peux vous en parler. En fait, j'ai eu le sentiment qu'elle a laissé filer son combat. Elle a laissé surtout filer les 2 premiers rounds. Elle n'a pas su réussir à imposer son rythme. Elle a vraiment subi le rythme que lui proposait son adversaire. Elle a réussi à adapter hein, au troisième et quatrième round. Elle reprenait plus de risques, elle reprenait le centre de la cage. Et malheureusement, au cinquième round, bah, son adversaire a changé de stratégie et elle l'a amené au sol et elle a pris le cinquième round bah, assez facilement au final. Et je pense qu'elle va s'en vouloir parce que je pense qu'il y avait la place. Je pense elle a vraiment. Elle aurait mieux fait de rentrer dans le combat plus rapidement. Mais voilà, elle a laissé, on peut dire, en quelque sorte, filer un peu cette victoire. Maintenant, ça reste une défaite à la décision. Donc, bon, elle avait l'occasion d'être la première championne française, et même chez les Français, il n'y en a pas eu de l'organisation Octogone. Mais malheureusement pour elle, ça s'est pas passé comme prévu. Ouais. Ensuite, il y avait le Dynamite MMA 2 à Montpellier. Alors, moi, j'ai suivi que 2 combats, hein. Je sais pas toi. Il y avait Commandé qui combattait. Je sais qu'il y avait Commandé qui combattait. Ouais. Il y avait un jeune Wahabi qui faisait son premier combat pro. Après, sinon, j'ai pas pu suivre le reste, Mika. Ok. Alors, sur le combat du Dynamite, moi, il y a un combat qui m'intéressait, c'était Islam Masraf. On l'avait vu au Ah ARS. oui, si, je suis un ouf. Oui, si, Ouais. c'est vrai il a combattu hier. Ouais. Islam Masraf, moi, il m'avait intéressé parce qu'il m'avait surpris hein, sur la soumission qu'il avait mis à Contre Azamat. ouais, Zamat, oui, oui. Azamat Oares, Azamat qui était, en tout cas, la communication qui était faite autour de lui, c'était quelqu'un qui allait tout arracher en MMA. Et en fait, bah, Islam l'a battu par soumission au deuxième round. Et là, j'ai envie de dire que, bah, pareil, hein, il a fait une belle performance face à un mec en plus qui a 4-4, donc qui avait beaucoup plus d'expérience que lui Ouais. en, en MMA pro. Et il l'a éteint au premier round par KO. Franchement, il m'a impressionné. Je pense que c'est un combattant qu'il faudra suivre. Vraiment, je Ouais. pense que c'est un combattant qu'il faut suivre. À mon avis, il a quelque chose. Il a vraiment une carte à faire dans le Il a MMA sa place à français. faire en plus chez les light heavyweights. En plus, moi, Ouais, franchement. je l'avais croisé. Enfin, j'étais avec lui au Boxing Squad et je pense qu'il a un bon niveau, hein. Ah, Il boxe, il est archi ouais, explosif et tout. il Il est pas mal. boxe, il lutte, il fait du sol. Franchement, non, comme tu le dis, je pense que vraiment, il est solide, il propose des belles choses. Là, en tout cas, il est sur 2-0, 2 finishes contre des gars qui potentiellement avaient plus d'expérience que lui dans les arts martiaux. À suivre chez les moins de 93, et c'est une belle révélation. Ensuite, j'ai été surpris, c'est la défaite de Conmon. Conmon, c'est quelqu'un qui est dur C'est un qui est ancien du dur au game, hein. mal. Ouais, c'est un ancien du game, mais c'est surtout qu'il est dur au mal. Franchement, lui arracher une victoire par soumission, c'est compliqué. Et Diego Silva, qui devait affronter Ilias Boumezgan initialement, a affronté Conmon et a réussi à s'imposer à la soumission. Donc, c'est un combattant brésilien, moi, je ne le connais pas. Mais c'est celui qui avait affronté Morgan, je crois, au Cage Warriors. Juste avant sa signature à l'UFC. Ah, Je l'ai jamais d'accord, fait, ok. mais je crois que c'était lui, hein. Ouais, ouais, c'est lui exactement, Ouais. d'ailleurs. C'est bien vu de ta part. Et donc, qui a gagné par soumission face à Conmon. Donc, voilà. Et après, j'en parlais la dernière fois, je disais qu'il y avait un combat de poids lourd initialement qui était intéressant. C'était Paul-Emmanuel Gnaz qui devait affronter Marcos Matos.
Finalement, il y a eu un changement, j'ai envie de dire, je crois, de dernière minute. C'est un gars qui est venu remplacer Gennady Giorgiolani et bah, il s'est fait éteindre au premier round par KO TKO. Paul-Emmanuel Gnas, bah, toujours pareil, c'est pas le plus technique de tous, mais c'est quelqu'un qui frappe fort, qui a ce knockout power en quelque sorte, qui est capable de mettre KO. Il avait perdu notamment la ceinture, enfin, il avait fait un combat pour la ceinture à l'Hexagone face à Prince Aounala. Ouais, Et là, il se refait dans une autre organisation. Donc, lui aussi, c'est un combattant à suivre et on va voir ce qu'il va donner par la suite. Dans l'ensemble, pareil, hein, la carte du Dynamite, il n'y avait rien de bon, il y avait rien de transcendant dans les combats qui ont été proposés. Mais par contre, le pari est réussi aussi, hein. Ils ont rempli la salle, ils ont trouvé leur public. Et c'est incroyable parce que ce soit à Dijon avec l'Hexagone, à Montpellier avec le Dynamite, on se rend compte que le MMA, il trouve son public, hein. Même quand il n'y a pas une grosse communication. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que, en plus, à l'époque, ça se faisait souvent en Ile-de-France, sur Paris, mais là, ça commence à se délocaliser dans le sud, dans le nord et tout. Et comme il y a le PE, par exemple, qui se développe dans le nord. Dynamite MMA, c'était où? Dans le sud? Ouais, c'était à Montpellier. Montpellier, tu vois, donc ça va. Non, non, On a un bel bonne. avenir, on va dire, devant nous, en tout cas, sur le MMA. Mais ouais, je crois que c'était tout pour les organisations, Mika. Ouais, Passé. ouais, hier après, bah, il y a eu l'UFC Fight Night avec Hermansson vs Piffer comment dirais-je, en main Main event. event, Hermansson a gagné, il a trash talké, enfin, il a pas trash talké, il a call out plutôt Nassor. Ouais, Nassourdine. Maintenant, que dire de plus? Moi, ça m'a pas. Je pense que si Nassour affronte Hermansson, ça serait une victoire pas simple. Attention, c'est dur de bien dire sûr. simple, mais je vois Nassour au-dessus de Hermansson, pour être honnête. Et je pense que c'est un combat qui, bon, à la rigueur, bah voilà, pour les primes, pour le fait de rester actif et pour prendre des rounds dans la cage, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas sûr qu'en soi, ce soit un réel combat intéressant du point de vue sportif Parce et que, du point de vue construction pour aller vers la ouais. ceinture pour Nassourdine, quoi. Parce que Nassourdine, il est passé huitième hein, depuis sa victoire sur Dolidze. D'ailleurs, il est juste devant Ramzat au classement. Parce que Ramzat, il est classé neuvième et Nassourdine, il est classé huitième. Ouais, mais Hermansson, il est combien? Il est derrière, Il est non? dixième, il est dixième ou onzième, Hermanson. Après, il y aura une mise à jour là, demain ou lundi ou mardi. Mais ouais, Hermanson, il est dixième ou onzième. Ouais, il est 11e, c'est ça. Il est derrière Dolidze qui est 10e. Donc, Ouais. Donc, écoute, à voir. Mika, on va rouler sur le sujet principal de l'hebdo. On a eu Baki cette semaine qui a été reçu chez Click TV, l'émission quotidienne de Moulda Chour. Donc, je sais pas si tu as pu suivre. si, 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 bah, on en Ouais. a parlé sur l'autre média, Avec mais Fight Club, ouais. The Fight Club. exactement. Et Euh, Vas-y, je te non, laisse. en gros, il y a eu pas mal de commentaires qui laisse à croire que ça a été une sorte de guet-apens, parce qu'en fait, Mouloud Achour, il annonce qu'il y a un message de paix, entre guillemets, et finalement, il affiche une vidéo en grand écran et t'as Doumbé bah, qui continue de faire son trash talk. Moi, je respecte vraiment la maturité et le répondant de Baki parce qu'il est resté très calme. Il a montré un sang-froid et il a su répondre comme d'habitude à sa manière. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Non, mais encore une fois, Doumbé, pour moi, il a rien à se reprocher, il est dans son rôle. Mhm. Il essaye de faire sortir Baki de son combat et il vend le combat. C'est sa manière de faire et ça marche. Ouais. Encore une fois, j'insiste là-dessus parce que si aujourd'hui il y a cette telle effervescence autour de combat, c'est grâce à ça. C'est pour ça on peut tout lui reprocher, mais il faut être reconnaissant de ce qu'il apporte malgré ça. Et donc, du coup, c'est pour ça. Là où je suis moins fan, c'est plus ce qui a été employé par Click eux-mêmes. C'est plus la production qui a monté le truc en disant, ouais, il a un message pour toi en mode, il a un message de paix pour toi. Et au final, tout le monde voit bien que dans le fond du message, il y a rien de. C'est pas un message de paix. Et ça me fait penser aux méthodes, je l'avais dit, de TPMP quand il y avait eu le clash entre Caris et Booba. Ouais. C'est exactement la Ouais, même c'est vrai, chose. ouais. Et tu vois, je trouve que c'est pas à la hauteur de l'émission de Click, pour être honnête. J'aurais pensé qu'ils allaient faire un portrait de Baïsangour, qu'ils allaient s'attacher plus à la personne de Baïsangour que de rentrer dans le jeu des clashs et surtout de prendre presque c'est pas de position parce qu'ils n'ont pas vraiment pris une position, mais en tout cas, ils tentaient
de déstabiliser un Baïsangour qui était calme. Après, pour en revenir à ce que tu disais, j'ai trouvé aussi que Baïsangour, il a bien réagi et il a carrément pas donné il a pas donné de crédit à ce qu'il a vu. On l'a quand même senti un peu agacé. Il l'a pas forcément exprimé. Maintenant, j'ai le sentiment aussi que de manière générale, le trash talking ne prend pas encore. Attention quand même, parce que je le dis, hein, Doumbé, c'est quand même, il est bon là-dessus. Et que, il reste encore 3 semaines et demie, 4 semaines de Ouais. médias. Ça va s'accentuer très largement dans les deux dernières semaines. Et on n'est pas à l'abri qu'ils ressortent des vidéos à mourir de rire. Parce que franchement, moi, je me souviens d'une vidéo que j'avais vue. Et quand je te dis, franchement, cette vidéo, elle m'a tué de rire. C'est C'est celle quand il de faisait, avec l'IA là et la sueur. ouais, quand il faisait l'IA et de Zebo avec la sueur. Et, et que la vidéo, il l'a fait comme si c'était une vidéo d'après-combat, mais franchement, Ouais. elle était à mourir de rire, cette vidéo. Donc, attention. Autant j'ai l'impression que le trash talking tel qu'il se fait là, à travers les messages de story, etc., ça marche pas bien. Autant les vidéos, quand elles sont préparées, en général, c'est violent. Non, après, où Doumbé, il a toujours été fort, c'est dans la communication, dans les vidéos, hein. Mais c'est vrai que sur Twitter, voilà, ça reste des échanges, je pense, spontanés. Mais lorsqu'on prend du recul et qu'on regarde, surtout qu'en fait, en fait à la différence de Jordan, c'est que Baki répond. Il a lui-même dit sur Click TV que c'était lui-même qui répondait et personne d'autre derrière le compte. Et c'est vrai qu'il a du répondant. Ça veut dire que quand Doumbé va balancer un tweet, peu importe le sens du tweet, Baki répond de manière où voilà, c'est équitable. Tu vois, il a du répondant. On sent qu'il est à l'aise avec ça. Et c'est vrai que, comme tu as dit, ça tourne encore en rond. Après, comme tu as dit, il reste 3 semaines. Je pense que ça va s'accentuer à l'approche du combat, lorsqu'il y aura les face-à-face. Je ne sais pas s'ils vont organiser plusieurs face-à-face ou non, comme ils l'avaient fait là, tu sais, vers la Tour Eiffel, hein, enfin, sur Paris, là, dehors, avec Jordan et Doumbé. Mais c'est marrant parce qu'en fait, quand Jordan il reçoit le matelas, tu vois qu'il y a un gars du Factory qui filme. Je crois que c'est la sueur qui l'ont balancé après. Donc c'est à ce moment-là qu'on a su qu'il avait reçu un matelas. Baki, il a dit que s'il reçoit un matelas, tu sais, il le fera pas savoir. Après, je sais que Doumé, derrière, il avait fait une vidéo où il montrait en fait la manière dont il avait envoyé le matelas à Jordan et tout. Mais voilà, c'est vrai que moi, personnellement, de mon avis, j'ai l'impression que ça ne l'atteint vraiment pas Baki. Parce que, je sais pas, il a ce recul-là, il a cette maturité-là. Donc, j'ai pas l'impression que ça l'atteint. Après, voilà, la réponse, elle sera tout simplement le jour du combat, hein. Non, je suis assez. Ouais, ouais, il y a pas. Maintenant, tu sais, sur le combat, comme j'ai dit, ça reste un marathon, hein. Franchement, il reste 4 semaines, même si c'est court en même temps, c'est quand même assez long. Ouais, Il y a les efforts là qui vont se faire sentir de la dureté des camps d'entraînement de part et d'autre. Et après, il y a l'engouement qui va se faire ressentir de plus en plus fort dans les 2 dernières semaines. ouais, Et on connaît le génie de l'équipe de Doumbé sur le marketing et sur la manière de promouvoir et de trash talker. Je pense qu'on n'est pas à l'abri de s'attendre à une belle surprise sur les 2 dernières semaines. Et franchement, il faut être réservé là-dessus parce que ça peut être de nature à faire changer la donne psychologique avant combat, tu vois. Et parce que ouais. pour le coup, là, sur ça, il est vraiment fort. Donc, à Écoute, voir. à voir, hein. Mais d'ailleurs, Mika, on a eu des nouvelles en fait de la carte du PFL Paris. Il y a eu, même si on avait déjà, on va dire, en amont quelques noms, mais là, il y a eu le tournoi des welterweight. Je mets la carte devant mes yeux. Bah, de confirmer, on en a parlé la semaine dernière, il y a Abdul contre Jack Grant, Patrick Abiroa contre Claudio Pesela. Après, en termes de français, on a Yazid Chouchan contre un Espagnol. Il y a Ibrahima Mané qui rentre dans le tournoi du PFL Europe contre Shekina Nozo Pedro. Et on Ouais, a. franchement, lui, c'est bien hein, pour Mané parce que je pense que c'est vraiment l'adversaire qui peut le faire briller. Ouais, je suis Clairement, c'est d'accord. pas. Je pense que les 2 derniers adversaires de Mané, non, peut-être pas les 2 derniers, Est-ce mais que tu parles de Pedro Suarez là? Suarez. non, non, je parle surtout euh, de Damiani et même Mhm. Ashkanov. Je trouve qu'ils sont bien meilleurs que ce qui Oui, lui. oui, on est d'accord, ouais. Ouais, bien, bien meilleur que ce qui lui est proposé là. Donc, c'est bien pour lui en tout cas. Et Ouais, franchement, je le vois comme étant le favori du tournoi hein, d'ailleurs. ouais, c'est vrai, on est d'accord. Mais d'ailleurs, il y a Yacine Najdid qui rentre dans le tournoi.
Et en fait, c'est marrant parce que son dernier combat, c'est contre Ibra. Et il avait perdu justement par soumission. Et il a quand même intégré le tournoi. Donc, il y a moyen qu'ils se recroisent les deux à nouveau. Ouais, sachant que, pareil, hein, Najdi, je le vois super favori face à l'Italien, hein. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, mais Non, je le vois, l'italien, je le connais pas plus que ça, Mika. je le vois archi favori, hein. L'Italien, pour moi, il a affronté encore personne de réellement. Il a une construction de carrière de ouf. Toutes ses victoires, c'est contre des mecs qui sont dans le négatif. En fait, quand tu vois le niveau du tournoi 70 et le niveau du tournoi 77, j'ai le sentiment que pour le tournoi 77, ils ont galéré, hein, quand même. Ouais. Si tu regardes par exemple, ne serait-ce que Yazin Chouchan, là, l'espagnol qui prend, il est chaud, l'espagnol, hein. Ouais, après, les Capella. lightweight, c'est vrai que c'est une catégorie qui est quand même assez plus développée, j'ai l'impression, que les welterweight en général. Ouais, mais tu sais que je le trouve vraiment chaud, hein, l'espagnol, là. Et Ignacio Capella, là. Ouais. Mais écoute, en tout cas, à voir, hein, ça Mais, approche à mais grands en pas, tout en cas, tout pour cas. revenir à la carte globale du PFL, ça va être une belle carte, hein. De toute manière, tu l'as dit, on a quand même des bons Français. Faut pas oublier que tu auras aussi, même si c'est pas un tueur à gage en termes de. Dans le MMA Pro, il a pas encore fait grand-chose, mais il y aura Abirora, tout le monde l'attend. On a Chouchan qui affronte l'Espagnol, ça va être un très beau combat. Il y a Mané, qui est l'un de nos meilleurs représentants en 77 kilos, qui affronte le Hollandais. Il y a Yacine Najid. Et ensuite, derrière, bah, on a le Common Event Abdul Abdouragimov et on a Cédric Doumbé contre Bey-Sangour. Donc, non, dans l'ensemble, la carte, elle est intéressante, hein, la carte du PFL, là. Vraiment. C'est ça, Mika. En tout cas, ça approche à grands pas. Et en fait, c'est fou quand je me dis que là, ça s'est fait en fait sold out sans qu'il y ait aucun autre combat annoncé, mis à part celui de Doumbé et Bah, Baki. si tu retournes Doumbé et Bey-Sangour, de toute manière, tu remplis pas Bercy, hein. Bah oui, non, mais c'est sûr. C'est C'est vrai, ça, c'est vrai. la Euh, carte, tu remplis à la rigueur un Zénith et encore, hein. ouais, Zénith, c'est combien de places? Bah, je te jure que si, je pense que quand tu vois les cartes de l'Hexagone Après, l'Hexagone, il mise beaucoup sur Greg MMA, mais Ouais, je ouais, te c'est une jure, autre manière de. faut être honnête, hein, si tu retires Doumbé Bey-Sangour, je suis pas sûr que tu remplisses le Zénith, hein. Je te Ouais, jure. c'est vrai. On verra la manière dont ils vont accentuer la com, mais ouais, bien, on est tous d'accord que c'est Doumbé et Baki qui ont fait que le Bercy il est rempli. Mika, pour boucler la boucle, enfin, sur les événements français, on a le retour de Volkanovski semaine prochaine, là, le 17 février, qui défendra sa ceinture contre Topuria. Comment tu vois ce combat? Parce que c'est vrai qu'on en parlait il y a quelques mois maintenant, lorsqu'il perd en short notice contre Islam Makhachev pour tenter de prendre la ceinture chez les lightweights. À ce moment-là, je me dis que le combat il va pas se faire parce qu'il a pris un KO assez récemment. On s'envoie un KO, c'est clairement un KO contre Islam. Et finalement, non, c'est confirmé. Là, on est à 8 jours de ce combat. On peut en parler Ouais, rapidement. clairement, il affronte. En fait, là, on a vraiment l'ancienne génération contre la nouvelle génération. Volkanovski, qui était sur une fiche parfaite à l'UFC avec 13 victoires, hein, entre guillemets, si tu retires ses deux défaites dans la catégorie des lightweight, c'est quelqu'un qui lui aussi n'a jamais perdu, hein, chez les featherweight à l'UFC. Et pire encore, c'est celui qui a quand même battu les plus gros blasts des 66. Il a Ouais, battu à trois reprises Max Holloway, même si pour moi. Il y en a deux qu'on peut discuter, mais il a quand même battu Ortega, il a battu José Aldo, il a battu Chad Mendes. C'est une légende de ce sport et c'est l'un des plus grands 66 kilos de l'UFC après José Aldo et il a carrément éteint ce que Conor était en train de faire à 66. ouais, Maintenant, les deux défis qu'il a fait contre Makhachev, suite au premier combat de Makhachev, je pense que c'est carrément un combat qui a fait que il en est ressorti plus fort. Le deuxième combat fait qu'il en ressort moins fort. Et c'est surtout que j'avais le sentiment après le combat que psychologiquement, il était. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il avait été atteint ouais. psychologiquement. En conférence de presse, il disait que limite, il faisait une dépression quand il combattait pas. On voyait bien qu'il n'était pas forcément bien dans sa tête, bien dans son assiette. Et donc, c'est difficile de savoir aujourd'hui comment. Bon, après, il faut savoir aussi qu'il avait accepté C'était un Oui, à short 10 notice, jours, hein. ouais. Ouais. Maintenant, ma question, c'est de savoir comment il aborde ce combat face à Topuria.
Et ce qui est compliqué à voir, c'est que Topuria, je le trouve franchement, je le trouve très fort. Et quand on voit comment Topuria s'est débarrassé de Emmett, c'est quelque chose qui me fait dire que Topuria pourrait lui poser problème. Maintenant, quand tu regardes réellement, l'UFC, ils ont beaucoup misé sur Topuria et ils ont fait en sorte que Topuria Ne ne passe croise pas à la pas case d'os. Ouais, Max parce que Holloway. en fait Topuria, il n'est pas passé par beaucoup de cases hein, dans la Ouais, on est catégorie des d'accord, hein. 66. Il n'a On pas est- pris Rodriguez, il n'a pas pris Ortega, il n'a pas pris Evloev. Donc, bon, il y a quand même quelque chose avec Topuria qui Bah, fait que. les seuls gars classés qu'il a pris, c'est Bryce Mitchell et Josh Emmett, hein. Ouais, Avant bah, ça, c'était mais. Jay Herbert. Et en plus, même à ce combat-là, failli, il a failli dormir, hein. Je sais pas si Ouais, tu te rappelles, il se prend un knockdown contre Jay e- Herbert. exactement. Et comme je te dis, il a même pas fait Arnold Allen. Et ça me questionne un peu sur le. Je pense que la KT, elle a besoin de. Parce que sinon, là, on se dirigeait vers un Max Holloway, Volkanovski 4. Je pense que l'UFC, ils ont vraiment cette volonté de rechanger un peu la compétitivité du truc. Mais je pense que c'est peut-être un peu tôt pour Topuria pour aller affronter. Ouais, Volkanovski, mais moi je suis d'accord hein, en termes de compétences sportives, il est vraiment largement au-dessus, Alexandre Volkanovski. Maintenant, les circonstances font que il y a moyen, en tout cas, qu'ils prennent l'ascendant psychologique peut-être là-dessus. Surtout qu'il sort d'une défaite. En plus, il a connu qu'une seule victoire entre les deux combats d'Islam. C'était contre sa défense de titre contre le Mexicain qui était champion intérimaire. J'ai oublié son nom. Ouais, tu parles du. C'était Rodriguez. hier Rodriguez, Il y a ouais. Rodriguez. Donc, à voir si il va, il va s'imposer. En plus, surtout que là, il s'est mis quand même une petite pression psychologique parce qu'il a mis dans sa bio Instagram, il a mis en gros un Undisputed Featherweight Champion. Il a fait une vidéo promotionnelle aussi. Et c'est marrant parce qu'il a répondu avec pas mal d'humour, Volkanovski, pour répondre aux critiques des gens qui disaient qu'il était trop vieux. Donc après, la carte, elle est quand même sous-cotée, Mika, parce que moi, il y a un combat qui me hype, je te jure, c'est le combat entre Cerudo et Dvalishvili. Je trouve que c'est un beau combat. On a Robert Whittaker contre Paulo Costa. Jeff Neal contre Ian Gary. Après, on a qui d'autre on a qui d'autre? Amanda Lemos contre Mackenzie Dern. Je trouve qu'elle est pas mal quand même, la carte. Non, mais elle est pas mal, mais c'est surtout qu'en fait, parce qu'on pourrait carrément se dire quand tu regardes la main carte que bah, elle est plus ou moins de la même trempe que ce qui arrive en 99 et en 300. Mais ce qui fait la diff, c'est plutôt l'undercard qui est un peu moins fun. Donc, mais par contre, sur la main card, je suis d'accord avec toi. Il y a franchement les 4 derniers combats de la main card, ils sont incroyables. Yann Gary, tout le monde a envie de voir jusqu'où il peut aller chez les Walter. Et donc, du coup, ça a été un beau combat contre Goff Neal. Dalishvili contre Cerudo, c'est un combat que j'attends avec impatience de Ouais, voir comment Dalishvili va réussir à mettre la pression à Cerudo. Est-ce que Cerudo est capable d'aller chercher la ceinture face à un Sean O'Malley, par exemple? Paulo Costa contre Whittaker, forcément, on va regarder ça avec attention parce que potentiellement derrière, ce sont des adversaires pour Nassourdine. Volkanovski contre Topuria, bah, comme tu l'as dit, ça va être un combat de ouf. Même si j'ai quand même le sentiment que Volkanovski en sortira grandi, je pense qu'on a tendance à négliger un peu les performances qui ont été faites par Volkanovski. Et il faut juste se méfier effectivement de Topuria et de ce qu'il est capable de faire parce que jusqu'à maintenant, il a montré que personne n'est en capacité réellement de se mesurer à lui dans la KT des 66. ouais. Donc, à voir cette carte, comme tu l'as dit, elle va être dingue. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle est peut-être un peu sous-cotée, mais c'est aussi le fait qu'on n'ait pas de Français dessus, quoi. C'est possible, Mika. Mais écoute, Je moi, rappelle juste que le ouais. prochain Français à combattre à l'UFC, c'est Fares Ziam, Ah et oui, qui combat. Mika. Ouais, dis-moi. En parlant de français, il y a eu le Belge qui a combattu hier. Exactement, Il s'est j'allais imposé venir. sur. Ouais, celui qui avait battu Dylan Salvador, il a Ouais, fait une belle performance, hein, ouais. franchement. Il avait combattu un autre Français, je me rappelle à l'époque, je crois que c'était sur l'European Beatdown. Un gars de l'H Academy. Ah C'était ouais, ça, je me souviens plus. Fayad Joumoua. Il l'avait affronté, il me semble. Faudrait que je vérifie, mais.
Je crois que c'est à ce Bon, moment-là que je l'avais connu d'ailleurs. en tout cas, ouais, le Belge a gagné hier. Et pour en revenir à Fares, ouais, il combat le 24 février. Donc c'est dans 2 semaines, quoi. 2 semaines et demie. Non, un peu moins de 2 semaines d'ailleurs. Ouais, Et du coup, ça sera pour Fares, ça sera son septième combat à l'UFC et potentiellement sa cinquième victoire chez les 70 kilos. Donc lui aussi, un gros parcours à l'UFC, ouais, faut il dire fait ce son qui est. chemin. Maintenant, j'espère pour lui qu'il va réussir à gagner cette fois-ci et en finalisant son adversaire. C'est un peu ce qui lui manque aujourd'hui. Ouais. Et un peu à l'image d'un Gomis qui arrive à gagner, mais qui n'arrive pas encore à, je dirais, à marquer les esprits. Et c'est ce qui manque à Fares pour qu'il puisse réellement s'inscrire dans le top 15. Enfin, aller gratter des places pour flirter avec le top 15 de la KT. Je pense qu'il Ouais. peut le faire, hein. Fares, il est jeune, il commence à avoir beaucoup d'expérience désormais. Il a 26 ans, c'est déjà son septième combat à l'UFC. Il a un palmarès presque parfait de 14-4. Enfin, franchement, il est bon, le Fares. Non, il a son expérience. En plus, c'est même le fait de faire pas mal de combats à l'addition, même si on aurait préféré qu'il gagne avec la Oui, il manière. prend du round. Exactement, il prend du round, il prend de l'expérience. Donc là, il manque plus qu'à cocher les cases d'aller chercher le finish. Mais c'est vrai que c'est son chemin, quoi. Ouais, il faut se rendre compte qu'il a quasiment passé 90 minutes dans la cage, hein, de l'UFC. C'est 1 heure et demie, quoi. C'est un film. Donc, il commence à avoir du round, il commence à avoir tout ça. Maintenant, on attend la victoire qui va faire qu'il va étinceler. Et là, il a un sérieux. On aura le temps d'y revenir dessus, mais il a un sérieux adversaire, Puelles, un spécialiste des clés de jambes. Donc, ça va être intéressant de voir l'opposition. C'est ça, Euh, Mika. la semaine prochaine, il y a aussi le COF Ah oui, c'est ce samedi-là, ouais. au Mans. Donc, soyez, pour ceux qui sont pas très loin du Mans, même pour ceux des Parisiens, allez-y. On a un super main event entre Kevin Ruher, Tarabji. Et puis, il y a plein d'autres combats. Franchement, c'est une carte où vous avez à peu près je crois il y a 7 combats amateurs et il y a à peu près 6 combats pro. Donc, ça va être une grosse soirée. La salle, elle est pas quasi. Je crois qu'il reste pas beaucoup de place à vendre. Il va y avoir un gros public. Et à chaque fois, franchement, jusqu'à maintenant, la logistique, elle a toujours été améliorée au fur et à mesure des organisations. On a la quatrième édition, donc je pense que ça va être mieux que la troisième. Et je vous invite en tout cas, pour ceux qui sont au Mans ou pas loin du Mans, à vous y rendre. C'est abordable, les prix sont bons et la carte est bonne. Voilà, ça c'était comment dirais-je, pour le COF. Et comme ça fait longtemps qu'on n'a pas passé un petit coup de gueule là, Ibi, j'ai regardé le prix des places du Ares parce que comme tu combattais là-bas, je voulais regarder combien ça coûtait pour venir te voir. Et les places qu'ils ont mis en vente, elles sont à 500 euros, wesh. Ouais, ouais, mais écoute, c'est un format Apex. C'est un format UFC Apex. J'ai pas l'endroit. Je ne sais pas où est-ce que ça va se passer, mais c'est vrai on voit qu'ils ont complètement changé leur modèle économique. Après, écoute, je te laisse faire ton coup de gueule, Mika. J'ai rien à dire Non, là-dessus. non, c'est pas après, comme tu as un coup de gueule, et ils s'en tamponnent de ce que je pense. Eux, ils sont, Bien ils sûr. sont ils sont dans une réalité Franchement, je économique crois que et, j'ai les GRC. et je pense qu'aujourd'hui, s'ils ont changé le modèle économique, c'est parce qu'ils s'y retrouvaient pas dans ce qu'ils faisaient Bah, avant. tu sais le problème, c'est quoi? C'est que comme tu as beaucoup grugé, ils ont été avant. Tu euh, tu t'es attaqué pour diffamation, toi aussi. Je rigole. Non, mais le truc, c'est surtout que si tu regardes la carte AB, même si la carte, elle est largement mieux que ce que aujourd'hui est proposé, hein, dans l'ensemble des Mhm. organisations françaises, faut être honnête. Encore une fois, on est quand même sur des cartes qui ressemblent pas forcément aux cartes qu'on nous a proposées lors des ARS des premières éditions. Je Bah, trouvais que Mika, tout, on va dire, les têtes, elles sont parties. Je pense à Damien oui, mais Lapillus, je pense à Minayoun euh, qui est là, qui n'est pas du tout actif. Ibra qui est plus là, Abdou qui n'est plus là. Tu sais, ouais, c'est. bah, on est d'accord. On est Mm, d'accord que ça a perdu du coup en termes de splendeur, ouais, clairement. mm. Faut le dire quand c'est une Ah non, non, mais, réalité. mais bien sûr, c'est le cas, hein. Je pense que c'est pour ça qu'il y aura une. Ils Donc vont là, chercher à reconstruire des champions, des stars et tout. C'est comme ça. exactement. Donc là, on voit bien qu'ils sont en train d'essayer de reconstruire les stars. On voit qu'il y a Youssouf Binaté qui va affronter Luc Neal. On l'avait vu, Luc Neal, c'est un gars qui s'était fait soumettre par Younoussov. On voit que donc du coup, on continue à construire un peu Binaté. On voit Hugo Guillaume contre Iliane Boafia. Donc là, on voit C'est plus. annulé, hein. Ah ouais? C'est qui s'est Bah, blessé?
Bah, justement, il y a eu un petit clash là, en fait, sur la story de Liane Boafia. J'ai pas mon téléphone à mes côtés, mais en gros, qui passait un coup de gueule en disant vulgairement qu'il s'est chié dessus, en gros, qu'il a annulé le combat Ah, à cause d'un staphylocoque alors que ça serait pas en 10 jours. Et non, mais ça, je sais pas si tu te souviens, quand le combat il avait été annoncé, j'en avais parlé. Et je dis, c'est un combat qui me hype de ouf. Mais alors, franchement, je suis quasiment sûr qu'il ne se fera pas. Et franchement, je vois un combat sans issue pour Hugo Guillon. Clairement, je le dis honnêtement, hein. J'aurais été le manager de Hugo Guillon. Jamais de ma vie, j'accepte ce combat. Jamais de ma vie, j'accepte un combat contre Ilian Boifia. C'est clairement un combat sans issue pour Hugo Guillon. Et je l'avais dit à l'époque, et tu vois, bah, comme quoi, comme quoi on a ouais, le nez parfois. Bah, tu vois, ce combat-là, il saute. Le combat Peña contre Younoussov, il saute. Bon, bah, c'est embêtant. Bon, ensuite, il y a un autre combat qui m'intéresse quand même, c'est John Kazneuil contre Gaëtan Dumbo. Ça va être pas mal, ça va être ouais, intéressant. Il y a le retour de Zebo face au Portugais qui avait perdu contre contre Liane Boifia, Boafia, ouais. justement. Bon, pourquoi pas, c'est le retour de Zebo et j'espère pour lui qu'il va réussir à performer pour un peu bah, revivre un second souffle. Maintenant, le main event, même si l'anglais qu'ils ont trouvé, il est bon, hein, il n'y a rien à dire. En plus, il a un bon parcours amateur, etc. Clairement, on s'en fout des combats internationaux comme ça. C'est bien peut-être pour leur gars, tu vois, mais moi, personnellement, voir Peña contre Louis Lee Scott, je te jure, je m'en bats les reins. Ouais, mais c'est normal. Un Ouais, Français mais contre un international, oui. Mais c'est vrai que là, ce c'est. que je veux dire, À part si c'est vraiment de gros prospects européens que non, mais tu. quand tu regardes la carte, même si c'est, encore une fois, si tu compares cette carte avec la dernière carte de l'Hexagone, il n'y a pas photo, tu vois, je vais pas mentir. Il faut être honnête. C'est de loin, là, elle est mieux, la carte. Euh, Est-ce que ça vaut 500 euros? La réalité, non, ça vaut pas 500 euros, Ebi. Non, mais Mika, après, forcément, là, je ne joue pas l'avocat du diable, hein. Mais tu sais, si on regarde le format de l'Apex, par exemple, s'il y a quelques places qui sont limitées, on voit qu'il y a. Non, mais ok, Non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est qu'ils regardent, même lorsque l'UFC Apex, l'UFC Vegas, ils font des petites cartes, bah, ils ont toujours leur format UFC Apex. Ça veut dire qu'il y a des gens, des privilégiés qui ont les moyens de payer. Je ne sais pas à combien ça coûte l'UFC Apex, mais en gros, tu vois ce que je veux dire. Que moi, ce soit une carte de qualité ou non, bah, tu as des gens qui sont privilégiés et ouais, mais qui. non, l'UFC Apex, on est d'accord, Ibi, je suis assez d'accord, mais c'est pas toujours qu'il y a il y a des gros blasts dessus, hein. Des fois, il y a pas forcément de gros blasts Bah, c'est ce dessus que je te dis. C'est ce que je te dis. et c'est pas ouf. Attends 2 secondes, Ibi, 2 secondes. Gros, ça enregistre là. Ça enregistre là. Eh, Mika, je te jure, je coupe pas au montage, j'aurais la flemme de chercher la Non, partie. t'es obligé de couper, wesh. De toute manière, il s'appelle Bilal Smaï, il a une marque sur comment. Chose, on se retrouve dimanche, Mika, 18 février. On prendra un petit goûter à la fin avec vous. Et Mika, il prendra le temps de répondre à vos questions. Et Mika, je crois que c'est bon pour nous. Bon, vas-y, c'est carré, Ibi. Désolé, j'ai des invités, ils sont intenables. Ils sont turbulents. Vas-y, Allez, et salut à tous.